Le 24 juin 1932, Charlotte rejoignit à El Ali sa sœur, qui d'ordinaire habitait le Maroc. Cette année-là, nous avions droit au passage gratuit pour la France. Ma fille me dit: « Maman, pourquoi ne viendrais-tu pas avec nous ?» Mon mari avait fait vœu de mener à Lourdes René et Noël. Madame Banquette, notre voisine couturière, me tailla 3 robes. Je confectionnai quelque peu de linge et partis avec mes enfants et Belkacem. Henri nous avait invités à descendre chez lui, boulevard des Batignolles. Nous embarquâmes fin juillet. Marie-Louise Taos et moi prîmes la route de Paris, et mon mari et les 2 petits celle de Lourdes. Il y avait 8 ans que je n'avais pas revu Paul, et 7 ans que je n'avais pas revu Henri. Nous fûmes très bien reçus, mais je savais Henri et sa femme un peu gênés. Aussi j'insistai pour prendre ma part des frais de nourriture. L'appartement était vaste, mais l'eau sur le palier, et les cabinets communs à tous les locataires du premier étage. La chambre de ma belle-fille Marcel et le salon, salle à manger, étaient spacieux et aérés. Le bureau d'Henri servit de chambre à Marie-Louise. Mon mari et les enfants, après leur pèlerinage à Lourdes, gagnèrent Paris et allèrent coucher dans le grand appartement de Paul, encore sommairement meublé. Nous passâmes à Paris 3 semaines. Nous fîmes quelques promenades aux alentours, à Lisieux, à Notre-Dame de Chartres, au château de Versailles. J'essayai de persuader Paul de reprendre chez lui sa femme et ses enfants. Il refusa d'une manière catégorique, me dit qu'il était décidé à envoyer de l'argent selon ses moyens, mais qu'à n'importe quel prix, il ne recommencerait la vie commune avec Charlotte. Je lui expliquai que cette année avait été très dure pour moi, que mes enfants, les plus jeunes, ne s'entendaient pas toujours avec les siens et que je ne pouvais les sacrifier. Nous repartîmes pour la Tunisie après le 15 août en passant par Alger et El Ali. Nous nous arrêtâmes à Maison Carrée pour rendre visite au père Justrobe et trouvâmes aussi le père Duchesne, le père de Huysser et le père Vidal. C'est la dernière fois que nous les revîmes. Après une halte de 3 jours à El Ali, nous fûmes tout heureux d'être accueillis à la gare de Radès par Ali, notre jardinier, à qui nous avions laissé la garde de la maison. Il prit les valises dans la brouette et nous rentrâmes chez nous. Louis avait fini son temps d'armée. Je voulus le garder à quelques jours à la maison pour lui permettre de se reposer. Je lui fis un petit trousseau de quelques chemises et quelques caleçons et des chaussettes. Je lui donnai un costume en très bon état que Jean avait passé à son père. Et il partit avec les soldats afin de se faire démobiliser à Paris et de ne pas payer son voyage. Il ne devait jamais revoir l'Afrique du Nord. Il restait maintenant Noël, René et Marie-Louise Taos. Noël avait été reçu au certificat d'études et j'avais décidé qu'il suivrait les cours de l'internat de Radès jusqu'au brevet. Je ne tenais pas à l'envoyer à Tunis, au collège Alaoui, l'expérience de Louis m'ayant suffi. René était encore un enfant, il avait 10 ans. Pas plus que Louis, je n'avais vu Noël grandir de taille. Il avait 15 ans, mais il était très précoce. Il fréquentait pas mal de jeunes gens de son âge, ou même plus âgés. Dès le mois de mai 1933, il se mit à faire l'école buissonnière. Il partait le matin avec son cartable, mais c'était pour vagabonder. À ceux qui s'étonnaient de le rencontrer dans la rue, il disait « J'ai reçu un mauvais coup de ballon ». J'eus beau le supplier, lui démontrer qu'il se faisait tort à lui-même en interrompant ses études, peine perdue. Il me déclara « Je veux aller à Paris ». Pour faire quoi? Je travaillerai avec Paul. Ce dernier venait de louer à Montmartre un restaurant, le Moustique, dont il espérait beaucoup. Le père écrivait à Paul, qui répondit « Envoyez-le ». Noël
embarqua au début de juillet. Il passa 3 mois à Paris et revint avec Jean fin septembre. En octobre, Noël, Marie-Louise et René retournèrent à l'école. Mais au mois de novembre, Marie-Louise tomba malade et Noël en profita pour déserter définitivement l'école. Il voulait travailler. Il fallait que son père lui cherche un emploi. Et surtout, il lui fallait de l'argent. Partout où je cachais l'argent pour le ménage, il le découvrait et se servait. Mon mari décida de le renvoyer à Paris, où, pensait-il, ses frères le caseraient. Henri nous proposa, moyennant une pension, de le mettre en apprentissage dans un salon de coiffure. Noël le rejoignit. Henri ne le garda pas longtemps, car il fut impossible de garder, malgré les 300 ou 400 francs par mois que nous lui envoyions. Il alla au Moustique, où le cousin Belaïd et Louis avaient une chambre. Paul réussit à persuader Henri de lui donner un matelas. J'avais remis une pleine valise de linge et un pardessus en bon état qui me venait de Paul. En juillet 1934, nous partîmes de nouveau pour Paris. Nous avions chargé les enfants de nous louer un appartement pour 1 mois. Nous avions laissé la maison et le jardin de Radez en garde à un arabe contre un salaire de 100 francs. Louis faisait une période militaire au camp de Sissonne. Noël avait trouvé une place. Paul et Henri travaillaient chacun de leur côté dans l'imprimerie. Au mois d'octobre, Marie-Louise Taus fut reçue au brevet supérieur et nous demandâmes à la compagnie un emprunt pour l'envoyer en France continuer ses études. Nous avions même retenu pour elle une chambre à Paris dans une maison d'étudiante. Mais elle ne put s'adapter et revint à Radez au bout de 2 mois. En mai 1935, mon mari fut mis à la retraite. C'était pour moi un gros problème. Il n'avait que 53 ans, ne s'intéressait pas au jardin. Je l'envoyais passer 1 mois au pays. À son retour, il fit un voyage de quelques semaines à Paris. Je pensais qu'en achetant une voiture d'occasion, ce serait un dérivatif qui empêcherait mon mari de s'ennuyer. Et pour 5 000 francs, nous fîmes l'acquisition d'une jolie Citroën 7 chevaux, la 7-9, comme on disait à ce moment-là. Belkacem prit des leçons et obtint son permis de conduire. Marie-Louise, en octobre 1935, fut nommée surveillante à l'internat de Radez. De décembre 1935 à mai 1936, nous connûmes de bonnes journées. Jean et son collègue et ami Marcel Brémond vinrent en vacances de Noël et Brémond, qui savait conduire, nous mena à Carthage, à Sidi Bou Saïd, à Hammamet. Pour moi, qui depuis longtemps ne sortais plus, ce fut une véritable joie de franchir le seuil de ma porte pour monter dans l'auto et d'aller à la découverte. Le jeudi et le dimanche, nous venions prendre Marie-Louise à l'internat et nous partions avec elle et René au Petit Bonheur-la-Chance. Nous emportions notre repas, une grosse omelette et des cervelles. Et nous pique-niquions à la campagne, sur la route de Bizerte, au Djebel Ras et à Hammamet, à Corbous, à Hammamet Plage les Pins. Mais les bonnes choses ne durent pas. Un jour, ce fut la culbute. Et j'entendis mon mari dire, après un grand choc, « Ça y est, nous avons capoté ». C'était le 19 mai. Nous étions allés à Medjez El Beb. Belkacem, voulant éviter une voiture qui venait en sens inverse, était tombé dans le fossé. Notre auto avait fait un tête-à-queue. René, qui heureusement s'en était tiré sans dommage, sortit par le pare-brise et alerta des passants qui nous secoururent. J'avais une blessure au-dessus du front, d'où le sang coulait comme une fontaine. On me mena au dispensaire du village et un docteur me fit des points de suture. Mon mari, lui, avait reçu le volant dans la poitrine, mais paraissait indemne. Pourtant, arrivé à la maison, il claquait des dents, car la frayeur ou la fraîcheur l'avait saisi. Le lendemain, René alla chercher le docteur qui déclara l'état de Belkacem plus grave que le mien. Il avait une congestion pulmonaire. Jean, averti par télégramme, arriva dans la soirée.
On prévint Marie-Louise, qui par bonheur n'était pas avec nous au moment de l'accident. Elle a couru à Radez avec son amie Nanou Carlini. Mon cas s'était aggravé. J'avais un érésipèle. Des jours et des jours, j'ai souffert de mes oreilles pleines de boutons. Au bout de 2 semaines, nous fûmes hors de danger. La voiture avait été remorquée par Cassio, le garagiste. Elle fut réparée et vendue. Dès lors, mon mari, qui avait fumé toute sa vie depuis l'âge de 15 ans, cessa de fumer. À quelque chose, malheur est bon. Nous embarquâmes le 23 juin 1936 pour la France, où Paul avait loué, à la Varenne-Saint-Hilaire, un grand pavillon pouvant nous contenir tous, et nous fûmes reçus d'une façon princière. L'année d'après, nous retournâmes pour l'exposition de 1937. Et j'ai gardé de cette maison, de ce jardin, où il y avait tant de roses de toute espèce, de toutes les couleurs, un souvenir de bonheur, de prospérité, d'abondance que je n'oublierai jamais. Louis vivait avec Paul, et lui aussi profitait de ce beau cadre. Je revois la belle Amilcar, rouge, et Paul la conduisant. Il nous mena à l'exposition, aux Andelys, à Rouen, à Grosbois, au château des Princes Berthier. Il s'ingénia à nous faire plaisir, bien qu'une affaire sur laquelle il comptait tournait à son désavantage. Nous repartîmes fin août, car je n'étais pas tranquille pour notre maison de Radès, laissée en garde à des gens en qui je n'avais pas confiance. Paul nous conduisit à la gare de Lyon. Il n'est pas entré dans la gare, car il n'a pas quitté sa voiture. En nous séparant, comme je l'embrassais, il me dit « Dans 2 ou 3 ans, vous reviendrez, vous trouverez du changement. » Je ne l'ai plus revu. Jeanne, sa compagne, et Louis nous avaient retenu nos places. Quand Louis m'embrassa, je remarquai qu'il appuyait très fort ses lèvres sur ma figure. Je ne l'ai plus revu. Marie-Louise était restée à Paris. Au mois d'octobre 1937, Jean fut muté à Tunis. Depuis, les événements se précipitèrent. Noël, follement engagé pour 5 ans dans l'armée, avait de graves incartades, contracta la tuberculose, ce fléau qui avait ravagé et arrêté la famille Amrouche. Louis, contaminé, mourut le premier, le 20 août 1939, au sanatorium de Brévannes. Paul nous télégraphia la terrible nouvelle. Jean prit l'avion pour assister aux obsèques. Paul, selon le vœu de mon mari, se disposait à ramener le corps à Réry-Lahallie quand la guerre éclata. Ce n'est que le commencement du malheur. À la défaite de la France, au bombardement, à l'occupation, à la misère, à la faim, s'ajoutèrent pour nous 2 nouveaux deuils. Paul, mort pendant l'Exode, le 6 juin 1940, et Noël, à l'hôpital, le 10 juillet 1940. Les frères morts ou dispersés, et ses parents ne pouvaient être prévenus. Noël fut enterré dans une fosse commune. Ce double coup nous atteignit la même semaine par une carte interzone. Et pourtant, cette époque oppressante de l'avant-guerre avait été éclairée par une œuvre qui nous tint en haleine pendant des mois. Marie-Louise Strauss, Jean et moi. La fixation en langue française des chants berbères, hérités des ancêtres, qui m'avaient permis de supporter l'exil et de bercer la douleur. C'était une telle joie de voir enfin mes enfants se passionner pour ce patrimoine. Parmi les amis de Jean, professeurs comme lui au lycée Carnot de Tunis, qui venaient manger le couscous et cueillir nos oranges, Armand Guibert fut celui qui s'associa le plus étroitement à cette requête, car c'est lui qui édita dans sa collection Mono Motapa
le recueil traduit par Jean, chant berbère de Kabylie, qui obtint le prix de Carthage. La guerre n'empêcha pas Marie-Louise d'avancer dans la voie qu'elle s'était ouverte. Après avoir chanté les chants berbères transmis par moi au congrès de Fès, elle fut appelée en Espagne, à la Casa Velasquez, en mai 1941. C'est là, à Madrid, qu'elle rencontra son mari, le peintre André Bourdil. Juste avant le débarquement américain, elle quitta l'Espagne pour Radez, enceinte de sa fille Laurence, et accompagnée d'André. Quant à Henri, avec sa femme et ses jumeaux, il avait passé la ligne de démarcation pour se réfugier chez nous, à Radez. Jean, divorcé et remarié avec Suzanne, se replia à la maison, abandonnant son appartement de Tunis sur le port, trop exposé aux bombes. Pendant les heures douloureuses de l'occupation, au moment où le danger fut grand, le bon Dieu, dans sa miséricorde, avait groupé tous mes enfants vivants autour de moi. Si nous avions dû mourir, nous serions morts tous ensemble. Depuis, la paix est revenue, l'Allemand a été chassé et battu, la famille s'est de nouveau dispersée, chacun selon sa chance. Mes tresses brunes sont devenues blanches. La grande maison s'est vidée de tous ses habitants, et c'est seul avec mon compagnon de route que j'ai fêté mes 47 ans de mariage. Je suis allé à El Ali après 8 ans d'absence. Beaucoup de tombes, tant parmi nos parents et connaissances du haut village que parmi les ménages chrétiens. Morzouk, Shlili, Slimane, Saïd, Gamara, sa mère et sa sœur. 3 maisons fermées. Et avec la nôtre, 4. De la demeure ancestrale que j'ai revue de loin, il ne reste que des ruines vides. Les volets de l'étage, où j'avais cru vivre toujours, il y a 40 ans, pendent lamentablement. Et de cette famille Amrouche, il ne reste plus que le vieux grand-père Ahmed. Et je me suis répété, vanité des vanités, tout n'est que vanité, sauf Dieu et le peu de bien que nous aurons pu faire. Je suis revenu dans cette maison de Radez où j'ai commencé ma 22e année d'existence avec le désir de repartir là-bas, dans la maison abandonnée d'Iril Ali. Me serait-il accordé de le faire? C'est le secret de Dieu. Je ferme maintenant ce cahier où j'ai consigné le résumé de ma vie. J'ai écrit en un mois. Nous sommes le 28 août. J'ai fait vite, on ne sait jamais. Je suis vieille, fatiguée, mais j'ai gardé mon âme d'enfant, prompte à vouloir redresser les torts et à défendre les opprimés. Je n'ai plus revu mon école. Je ne sais ce qu'elle est devenue. Mais dans ma mémoire, il y a toujours l'image enchantée de ma jeunesse. Je revois toujours le champ fleuri des églantiers, les chevreuils, les chevrefeuilles et les guirlandes de clématites, la cascade aux œufs écumantes, les berges fleuries de mon ruisseau et les tapis de boutons d'or. En entendant les nuits d'été chanter les grenouilles, je revois le jardin de la Varenne Saint-Hilaire et ses rosiers grimpants. Je puis dire avec le poète: en ce jour, en ce lieu, un jour, je fus heureuse. J'oubliais mon jardin de Toudjal, avec sa tonnelle de raisin, et Fort National à l'horizon, avec ses tuiles rouges et ses remparts blancs. Je viens de relire cette longue histoire et je m'aperçois que j'ai omis de dire que j'étais toujours restée là, Kabyle. Jamais, malgré les 40 ans,
que j'ai passées en Tunisie, malgré mon instruction foncièrement française. Jamais je n'ai pu me lier intimement ni avec des Français ni avec des Arabes. Je suis restée, toujours, l'éternelle exilée, celle qui jamais ne s'est sentie chez elle nulle part. Aujourd'hui, plus que jamais, j'aspire à être enfin chez moi, dans mon village, au milieu de ceux de ma race, de ceux qui ont le même langage, la même mentalité, la même âme superstitieuse et candide, affamée de liberté, d'indépendance, l'âme de Jugurtha. À mon fils Jean, je dédie ce cahier. Pour lui, j'ai écrit cette histoire, afin qu'il sache ce que ma mère et moi avons souffert et peiné pour qu'il y ait Jean Amrouche, le poète berbère. 1er août, 31 août 1946. Maxula Rodez. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.